Alors pour ce premier cours d'introduction, j'ai pas vraiment... Alors enfin, j'ai une liste de choses dont je voudrais vous parler. Donc ça va être beaucoup plus informel que les cours suivants, a priori. Parce que je voudrais... J'ai une liste de choses dont je voudrais vous parler, mais je voudrais aussi savoir ce que vous attendez un peu de ce cours, où vous en êtes, ce que vous savez. Essayons de faire ça de façon interactive. Alors, de toute façon, tous les cours seront aussi interactifs que vous le voulez. Plus ça l'est, mieux c'est. Donc, interrompez-moi n'importe quand. C'est pas un problème. Au contraire. Donc là, en fait, je voudrais d'abord vous demander qu'est-ce que vous savez de la relativité générale, parce que c'est quand même un sujet... c'est un gros morceau de la physique. Hein, vous savez, il y a la physique classique, puis il y a eu deux révolutions majeures, la relativité et la physique quantique. Alors, il y a eu des révolutions avant, mais ce n'étaient pas des révolutions qui remettaient en cause la manière dont on se représentait le monde. Donc, c'est des choses un peu spécifiques, et évidemment, ça bouscule certaines intuitions, plus que ne l'a fait la physique classique, qui essentiellement est une formalisation de notre intuition physique. La physique classique prend acte de la manière dont on se représente le monde, identifie que dans la réalité physique, il y a un certain nombre de lois, manifestement. Il y a des choses qui... Enfin, quand on fait deux fois la même chose, ça fait deux fois la même chose. Donc il y a des régularités. On s'aperçoit que ces régularités ont un aspect quantitatif. Quand on lâche un objet d'une certaine hauteur, il tombe toujours vers le bas, en passant toujours par les étapes intermédiaires, et il met toujours le même temps, si on le mesure avec une horloge ou un pendule, il y a toujours le même nombre d'oscillations si on le lâche d'une même hauteur, et si on le lâche de 4 fois plus haut, ça met 2 fois plus d'oscillations, donc il y a manifestement des règles quantitatives. Donc la physique classique vient formaliser tout ça, mais justement, elle formalise ce qu'on sait déjà, ce qu'on voit en faisant des mesures, en identifiant le détail de ces relations d'ordre quantitatif. Mais voilà, c'est pas bouleversant en quelque sorte. Enfin, ce qui est bouleversant, c'est que ça marche si bien, ça c'est sûr. Hein, vous savez qu'à la fin du 19e siècle, les gens croyaient que ça y est, c'était fini, qu'on avait tout compris, tous les phénomènes, y compris l'électromagnétisme, ce qui est incroyable quand même, parce que quand vous voyez un phénomène électrique et un phénomène magnétique, les aimants sont connus depuis toujours. On ne voit pas bien le rapport entre ces deux aspects-là, entre la foudre et un aimant, deux aimants qui se repoussent, etc. On a compris que c'était la même chose. Et en plus, on a compris que c'était la même chose que la lumière, encore un phénomène absolument incroyable. Donc, pour tout ce qui nous est directement accessible dans la réalité physique, la physique classique a essentiellement formalisé ça de manière très simple, en fait, avec juste la loi de Newton, les équations de Maxwell, pas beaucoup d'ingrédients, et ça explique une quantité, essentiellement, la totalité des phénomènes qui nous sont directement accessibles. C'est assez remarquable. Mais dans l'électromagnétisme, il y a deux éléments importants. D'abord, il y a la relativité qui est marquée dedans. Les gens s'aperçoivent très vite que les équations de Maxwell ne sont pas invariantes par changement de référentiel galiléen, ce qui remet en cause le principe de relativité, qui est pourtant un principe inévitable, absolument évident. Évidemment que la physique ne dépend pas de la manière dont on la regarde, donc par rapport à quoi on rapporte la description qu'on en fait. Donc on ne peut pas violer le principe de relativité, ça n'a pas de sens. Et néanmoins, si on applique la transformation de Galilée aux équations de Maxwell, ce n'est pas invariant. Très bizarre. Alors ça, on sait bien pourquoi. Enfin, maintenant, on sait pourquoi. C'est parce que, effectivement, l'espace et le temps ne sont pas ce qu'on croyait. Et donc ça, c'est un bouleversement profond. C'est pas juste, il y a un phénomène nouveau, ou c'est bizarre, puis on va essayer de comprendre. Là, si l'espace et le temps ne sont pas ce qu'on croit qu'ils sont, et on ne sait toujours pas vraiment ce qu'ils sont. Par contre, la relativité a identifié
l'espace-temps, tout simplement. Et donc ça, et c'est ça qui va nous concerner évidemment pendant tout le cours. Et puis, dans l'électromagnétisme, il y a aussi le fait que il y a des photons, et donc physique quantique, etc., etc. Bon. Je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais tout ça pour dire qu'effectivement, la relativité générale, et en fait, la relativité en général, c'est-à-dire y compris la relativité restreinte, en fait, le passage à l'espace-temps, c'est vraiment ça la clé, c'est une révolution majeure qui, au passage, introduit un bouleversement d'ordre beaucoup plus... enfin, d'ordre essentiellement métaphysique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de notion d'instant. Et ça c'est très perturbant. Et en fait, la plupart du temps, on met ça sous le tapis, parce que s'il y a plus d'instant, le futur est écrit, tout est donné en bloc. Bon, on y reviendra parce qu'on sera obligé, mais c'est vertigineux. Bon, ça veut dire aussi qu'on n'a pas tout compris, mais heureusement. Enfin, non, pas heureusement, mais de toute façon, on ne comprendra jamais tout. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Enfin, c'est comme ça. Mais donc, on va essayer... Enfin, on a compris justement que l'espace et le temps... que l'espace et le temps n'étaient pas simplement ce que nous dit notre intuition, qui fonctionne très très bien jusqu'à un certain point. Ça fonctionne très très bien pour tout ce qu'on a eu à faire jusqu'à le début du siècle dernier. Mais en fait, c'est juste pas comme ça. Bon, très bien, on en prend acte et on va essayer de le formaliser. Donc on va regarder qu'est-ce que c'est qu'un espace-temps le plus général possible, qui satisfait quand même à certains principes, certaines règles, certaines contraintes qu'on peut imposer, soit par la raison, soit par le constat. Par exemple, il y a 3 dimensions d'espace. Okay. Si on avait 4, est-ce que ce serait un problème? Allez savoir. Ce ne seraient pas les mêmes lois physiques, manifestement, mais voilà. Donc il y a des choses, ok, il y a 3 dimensions, donc on va modéliser l'espace à 3 dimensions. C'est déjà ce qu'on faisait en physique classique. Alors là, sauf maintenant, donc il y a un couplage qui se fait entre l'espace et le temps, donc on va parler d'espace-temps, on va y revenir, mais enfin, voilà. Donc il y a des choses qui nous sont données, il y a des choses qui sont exigées donc, par l'expérience, en quelque sorte, il y a des choses qui sont exigées par la logique. Si quelque chose... enfin, le monde ne peut pas être auto-contradictoire, c'est-à-dire ce qui est, voilà. Donc, voilà, donc il y a un certain nombre de contraintes et l'idée, c'est d'imposer le moins de choses possibles a priori dans notre modélisation du monde, parce que justement, on est un peu instruit par les révolutions qui ont eu... là, je parle de la relativité générale, on est instruit par la révolution qu'il y a eu sur la relativité restreinte déjà. On pensait qu'il y avait un temps absolu, ce qui est assez naturel. On y reviendra aussi, mais... en fait, non. Ah, bon, d'accord. Alors, du coup, on est un peu prudent. Qu'est-ce qu'on peut vraiment supposer? Qu'est-ce qui est juste inévitable? Alors, quand on fait une théorie de l'espace-temps, ce qui est inévitable, c'est de supposer qu'il y a un espace et un temps, d'accord? Mais quand on fait une théorie géométrique de l'espace-temps, il faut faire attention, pas trop supposer de choses sur la géométrie de l'espace-temps, justement. Voyons ce que c'est, d'accord? Bon, on va revenir à tout ça. Justement, je ne veux pas trop parler. Je veux commencer par vous demander, donc, qu'est-ce que vous savez de la relativité générale? Qu'est-ce que vous savez que vous ne savez pas sur la relativité générale? Et qu'est-ce que ça vous inspire? Et qu'est-ce que vous voudriez savoir? Etc. Qui se lance? C'est quoi la relativité générale? Ouais. Alors, je dirais que, peut-être que je me trompe, mais c'est dit que l'espace-temps et le champ d'interaction gravitationnelle, c'est la même chose. Oui, alors l'espace-temps, il y a une correspondance au moins avec, vous dites, le champ gravitationnel. Ok. Bien. Ce que je ne sais pas sur c'est toute la
formalisation mathématique Ouais. Ok. Très bien. What else? Ouais. Relier la courbure de l'espace-temps à l'énergie qui contient. Yes. Alors, courbure. Donc, il y a une courbure de l'espace-temps qui est reliée à l'énergie. L'énergie sous quelle forme? Masse. Oui. Oui. Il y a un tenseur énergie-impulsion. Ouais. Est-ce que vous avez déjà vu ce tenseur énergie-impulsion? Non? Non, même en électromagnétisme, etc. Non. Ok. Parce qu'il y a un tenseur énergie-impulsion qui avait été introduit déjà avant la relativité, enfin, justement avec l'électromagnétisme, etc. Et pas uniquement d'ailleurs, c'était pas tout très bien formalisé, mais c'est une notion effectivement qui était déjà vaguement présente, en tout cas. Enfin, qui était présente, mais la manière de l'utiliser, etc., c'était pas forcément, enfin surtout en relation avec l'espace-temps. Quelqu'un avait élevé la... Ah, c'était vous, oui. Ah, alors, effectivement, alors c'est lié à ça. Hein. Il y a une histoire de géométrie dans l'affaire. Et donc ça, effectivement, ça va être un élément important. Il va falloir qu'on débroussaille un peu. Donc c'est pas la géométrie euclidienne. On sait qu'il y a des géométries non euclidiennes depuis pas si longtemps que ça, en fait. Hein. Comme vous savez, c'est au 19e siècle essentiellement qu'on a commencé à... Enfin, qu'on a compris. Donc c'est les travaux Lobachevsky, Bollier, Riemann, bien sûr. Vous avez... J'imagine que vous n'avez pas vraiment fait de la géométrie non euclidienne, ou peut-être que si, non? Non. Qu'est-ce qui distingue la géométrie euclidienne d'une géométrie non euclidienne? Alors, il y a une histoire avec les droites parallèles, ça c'est vrai. Qui peuvent se croiser ou qui peuvent pas forcément... Ouais. Alors, effectivement, il y a une question de distance aussi. Oui. Le point le plus court n'est... le chemin le plus court n'est pas forcément une droite. Donc ça, c'est intéressant. Après, on va discuter autour de ça. Hein. Mais pour l'instant, je note des repères. Chemin le plus court et droite. L'histoire des droites parallèles, vous savez, c'est le fameux 5e postulat d'Euclide là, que les mathématiciens ont tenté de démontrer, c'est-à-dire de faire découler des autres axiomes de la géométrie qu'on appelle euclidienne, mais la géométrie spontanée, intuitive, enfin la géométrie à laquelle on pense tous spontanément. Un certain nombre d'axiomes, mais il y en a une effectivement qui est, enfin il y a un de ces axiomes qui est que si on a une droite et un point, par ce point passe une et une seule droite parallèle à celle-là. D'accord, celle-là. Enfin, à peu près. Et est-ce que ça, on peut le démontrer? Et en fait, pendant 2000 ans, les mathématiciens n'ont pas réussi à démontrer que cette évidence absolue, qu'évidemment, si on prend une autre droite, bah, du coup, elle est plus parallèle. Il n'y en a qu'une, et il y en a évidemment une, et il n'y en a évidemment qu'une. Mais du coup, c'est tellement évident, est-ce qu'on ne peut pas le déduire à partir des autres axiomes? Et donc, après 2000 ans d'échecs, on a fini par comprendre qu'en fait, non, on ne peut pas le déduire, parce qu'en fait, ce n'est pas nécessaire que ceci soit vrai, et qu'on peut très bien construire une géométrie parfaitement cohérente, qui vérifie tous les autres axiomes
On prend 2 points, ça fait, enfin, les lignes, les points, les carrés, les machins, les figures, etc. On peut très bien faire une géométrie, la géométrie euclidienne pour tout le reste, mais juste on dit, bah en fait non, il ne passe pas forcément une et une seule droite, alors il peut en passer plusieurs ou aucune, et en fait ça fait des géométries différentes. Bon, c'est une micro-parenthèse, mais donc effectivement, il y a... Et donc ça, c'est 19e siècle, hein, c'est pas... Donc peu de temps après, finalement, on s'en est servi pour la physique. À partir du moment où on commence à ouvrir l'esprit, on dit peut-être que le monde, il n'est pas exactement tel que notre intuition le reconstruit a posteriori, parce qu'on ne fait que reconstruire le monde. On se représente le monde d'une certaine façon. Est-ce qu'il est comme ça? Il n'est pas violemment différent, sinon cette intuition ne nous serait pas venue. Évidemment, c'est notre interaction au sein du monde qui fait que on formalise mentalement, whatever that means, on formalise, enfin, on a une représentation du monde qui est évidemment issue du monde, mais issue du monde dans le cadre de certains types d'expériences, à certaines échelles, dans certaines conditions, etc. À partir du moment où on se pose la question, mais comment c'est pour de vrai, enfin, à la fois dans les détails, parce qu'on peut se dire, à grande échelle, ça nous suffit. Ben, après, on peut se dire, oh, je voudrais savoir un peu plus finement. Le problème, c'est que c'est pas juste pour aller dans les détails, c'est qu'en fait, ça remet en cause des choses conceptuelles. Comme je vous disais avant, on a découvert que la notion d'instant n'existait pas. La notion de simultanéité n'était pas un absolu. C'est-à-dire, 2 événements se produisent au même moment. Ça paraît évident. Si je fais ça, c'est au même moment. Ben non, ça ne veut absolument rien dire. Alors, c'est pas juste parce que vous qui êtes plus près de ce doigt-là que de celui-là, vous allez entendre celui-là avant. Donc, ah oui, d'accord, mais c'est parce que c'est le temps que ça se propage. Mais n'empêche, la question c'est, est-ce qu'ils ont eu lieu au même moment? C'est oui ou non? Ben non. Ça dépend du référentiel. Mais comme ça, le référentiel de la physique ne dépend pas du référentiel. Oui, la physique ne dépend pas du référentiel, mais la lecture qu'on a de la physique, oui, évidemment. Là, je ne bouge pas, mais par rapport à la voiture qui passe là, évidemment, je bouge. Donc ça c'est une évidence. Mais justement, on pensait que la simultanéité, 2 choses se produisent en même temps, ça c'est oui ou non. Bah non. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est pas juste pour aller chercher à décrire la physique de façon plus fine. C'est que c'est vraiment réinterroger des intuitions qui nous semblent fondamentales, mais qui s'avèrent ne pas l'être. Enfin, je ne dirais pas qu'on a fait exprès de réinterroger tout ça, mais de toute façon, on est tombé sur le fait que, ben non, il n'y a pas de simultanéité dans l'univers, ça n'existe pas. C'est une fausse idée. Bref, donc on a été... Voilà, oui, quoi d'autre? Peut-être rien d'autre. Ah oui. La géométrie, elle est décrite par un tenseur métrique. Alors effectivement, il y a un tenseur métrique, donc ça se rapproche de comment calculer les distances. Alors je suppose aussi que tout le monde n'est pas familier avec la notion de tenseur. Ou bien si. Plus ou moins. On va de toute façon redéfinir ces choses-là. En fait, parce que, donc, manifestement, vous êtes quand même familier de la notion de tenseur, vous avez dû en rencontrer plusieurs, hein, effectivement. Peut-être même le tenseur électromagnétique. Est-ce que vous avez fait de l'électromagnétique relativiste? Non, pas encore. Je pense que vous en ferez en... Il y a un théorie des champs, un cours de théorie des champs classique, je pense que vous ferez ces choses-là. Donc, les tenseurs, vous avez peut-être rencontré le tenseur d'inertie. Bon, non, ça vous dit rien, ça? Les moments d'inertie suivant 3 axes, mais si ce n'est pas des axes principaux, etc., suivant la base, on se met non, non. Bon, enfin, ok. On présentera les tenseurs de façon fondamentale, parce qu'évidemment, c'est crucial. Les équations d'Einstein, personne n'a cité le nom d'Einstein, ça va de soi, n'est-ce pas? Les équations d'Einstein s'écrivent, sont des équations tensorielles,
et on verra pourquoi il faut que ce soit comme ça, et il faudra revoir de manière très abstraite, enfin très abstraite, de manière, oui, de manière abstraite, c'est-à-dire, enfin, oui, comment les tenseurs apparaissent naturellement. Bon, j'anticipe pas. Mais les tenseurs, c'est une chose, mais même en fait, on reverra profondément qu'est-ce que c'est qu'un vecteur. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui vous surprendra, mais ce sera l'une des parties les plus délicates du cours. Rien n'est compliqué, hein, mais simplement, comme je vous dis, il y a des choses qui nous forcent à repenser l'ensemble des choses qui nous sont évidentes d'une façon un peu en amont de l'évidence, ou en arrière-plan de l'évidence, comment cette évidence quotidienne se manifeste à partir de quelque chose qui en est à la source. Hein. Donc, et en particulier, la notion de vecteur est quelque chose qui est, encore une fois, c'est pas compliqué, mais qui n'apparaît pas dans la réalité physique et mathématique comme elle est apparue dans notre expérience quotidienne. Pour nous, enfin, quand on va à l'école primaire, quand on apprend, je sais plus à quel niveau maintenant on apprend les vecteurs, enfin un vecteur c'est un truc comme ça, quoi. Ça va d'un point à un autre, et puis il y a une direction et une longueur. Donc on introduit les vecteurs à travers des vecteurs d'espace. À 2 points, il y a un vecteur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la structure affine. Donc ça, je vais en parler parce que c'est important. Structure affine de l'espace. À 2 points est associé à un vecteur. Si on a un point, il y a une espèce de structure de groupe. Donc on a un espace vectoriel, défini abstraitement, mathématiquement, mais vous êtes habitué aux espaces vectoriels, Rn, d'accord ? Et vous avez des points, et vous pouvez ajouter un vecteur à un point, ça vous fait un autre point. Puis vous pouvez faire un point plus 12 fois un certain vecteur. Enfin bon, tout un tas de choses. On y reviendra parce qu'il y aura des choses à dire là-dessus. Mais donc, cette chose-là, le fait que vous prenez 2 points, ça vous fait un vecteur, cette chose-là va devoir être entièrement revue. Il n'y a pas cette structure-là dans l'espace-temps, ni dans l'espace tout court. Mais l'espace tout court, ça ne veut plus rien dire non plus, d'ailleurs. Alors, peut-être ça me mène... Alors, est-ce que vous avez... est-ce que vous avez d'autres... Oui ? On peut peut-être rappeler, pour compléter ce tableau-là, que la relativité générale, c'est la généralisation de la relativité restreinte. Ah, alors, parfaite transition, justement, maintenant. Rajouter un principe. Oui. Qui est le principe d'équivalence. Égalité entre masse inertielle et masse gravitationnelle. Oh, parfait. Alors... En conséquence de cela, en fait, on est obligé, en fait, de forcément cette relativité générale. Ok, alors, donc, il y avait effectivement déjà la relativité restreinte. Il y a une généralisation, comme vous dites. Alors, ça, faudra voir, mais... Ok. Et vous avez dit, en ajoutant le principe d'équivalence. Alors ça, c'est important, le principe d'équivalence. C'est clair qu'il faut qu'on en parle. Et vous avez dit, la masse inertielle égale la masse gravitationnelle. Est-ce que ça parle à tout le monde? Ça, c'est 2 notions, masse inertielle, masse gravitationnelle? Pas forcément. Ok. Certains oui, certains... On y reviendra. C'est évidemment un élément extrêmement important. Cette égalité est très étrange, tellement étrange que c'est sans doute pas par hasard, et donc c'est sûrement vrai. Mais c'est tellement fondamental qu'on essaye de tester ça avec une précision toujours accrue, et on en est à 10 puissance moins 15 près. Ouais. À l'époque de la physique classique, elle était
Non, alors, ça, vous voulez dire? Oui, alors, c'est déjà dans la physique classique, mais c'est un mystère, mais quelque part, c'est une remarque, et ok, c'est comme ça. Ce que fait Einstein, c'est justement, il en tire des choses. C'est-à-dire, justement, peut-être on peut parler tout de suite de... Oui, je laisse un tout petit peu en suspens, mais effectivement, c'était déjà là, la masse. En fait, il y avait plus exactement. Alors, je suis pas fort du tout en histoire des sciences, mais euh, euh, enfin, je pense, à vérifier, demander à ChatGPT. Je pense que pour la plupart des physiciens, pendant très longtemps, et y compris pour la plupart des gens maintenant, cette distinction entre masse inertielle et masse gravitationnelle n'existe tout simplement pas. Il y a la masse, quoi. C'est la quantité de matière. Et il y a une logique Enfin, il y a aussi une logique sous-jacente à l'idée que la masse, c'est la masse. Qu'est-ce que vous appelez masse inertielle? Qu'est-ce que vous appelez masse gravitationnelle? Justement, on va y venir. Donc, faut déjà réaliser qu'il y a deux notions différentes, et après se dire, mais alors comment ça se fait qu'elles sont égales? C'est-à-dire que, spontanément, il n'y a qu'une notion, c'est la masse. Et la masse, c'est quoi? C'est la quantité de matière. De même que longueur, c'est quoi? C'est une quantité d'espace. Une durée, c'est quoi? C'est une quantité de temps. Donc, il y a quatre ingrédients, pardon, il y a trois ingrédients fondamentaux dans la physique classique. En gros, il y a l'espace, enfin, c'est même pas en gros, il y a l'espace, il y a le temps, et il y a la matière. D'accord? Et alors, c'est des choses. Alors, quand je dis dans la physique classique, c'est donc en fait dans notre représentation du monde. En gros, c'est quoi le monde? C'est des objets distribués dans l'espace qui évoluent dans le temps avec certaines lois quantitatives, manifestement. Donc, on a réussi à les trouver. Ok, bravo, très bien. Mais donc, c'est des choses, la matière, distribuées dans l'espace qui évoluent dans le temps. Et, comme je dis, il y a un aspect quantitatif, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plus ou moins d'espace, une longueur peut être plus ou moins grande, oui, notre intuition nous le donne de façon évidente. Pareil pour le temps, on peut avoir un sablier, je peux le retourner 2 fois, ça fait 2 fois plus longtemps que si je le retourne qu'une fois, enfin, si je ne le retourne pas. Et puis il y a de la matière, il peut y avoir plus ou moins de matière. Et donc, à tout ça est associé des mesures, et comme il n'y a pas un grain d'espace, un grain de temps et un grain de matière, on est obligé de... C'est-à-dire, la quantité d'espace, c'est-à-dire entre ces deux points-là, combien il y a d'espace? On pourrait se dire, l'espace c'est un ensemble de points, donc je vais compter combien il y a de points. Et vous voyez tout de suite que ça ne marche pas. Il y a évidemment une infinité de points, mais là aussi, il y a la même infinité de points, quelle que soit la longueur. Donc c'est pas comme ça qu'on fait. Donc on dit, ok, je postule, cette tranche-là, c'est 1. Puis je prends une unité. Voilà. Et puis après, je mesure l'espace en disant, je prends une fois, 2 fois, je les mets bout à bout, puis ça fait 2,7 fois. Pouf. Voilà. Vous voyez, notez bien que pour faire ça, il faut que je prends un bout d'espace, je prends une règle, voilà mon unité, puis je mesure la table, puis je le reporte comme ça. Mais qui me dit que quand je fais ça, ça va pas changer de longueur? Enfin, il y a une procédure très pratique qui permet de mesurer des longueurs à partir d'une unité, et cette procédure pratique, elle sous-entend des tas de choses, d'accord? Simplement, ça marche grosso modo, ça permet de faire de la physique classique et de comprendre le mouvement des corps, le machin, la quantité de mouvement, tout ça fonctionne, Newton, les lois, les forces, la parabole d'une pierre qu'on jette, etc. Donc ça marche bien, mais vous voyez qu'il y a des tas d'hypothèses. Le simple fait qu'on puisse mesurer une quantité d'espace, ça nécessite déjà de postuler une unité. Alors après on dit, du coup, ça doit quand même être indépendant de l'unité que je choisis. C'est-à-dire, si je prends une unité 2 fois plus petite, les longueurs vont être 2 fois plus grandes en valeur numérique, ce genre de choses. Enfin bref, tout un tas de choses qui sont complètement évidentes,
mais évidente dans notre intuition physique. Est-ce que c'est comme ça en vrai? Est-ce que même ça a un sens de parler de distance entre deux points? Alors dans la formalisation mathématique justement dont on parlait, ben oui, entre deux points, il y a un vecteur, et donc il y a un espace vectoriel associé à l'espace. Et vous voyez que ça, c'est une structure mathématique qui nous paraît naturelle. Enfin, dire l'espace peut être modélisé avec un espace vectoriel, enfin avec une structure affine, et après, dans cet espace vectoriel, il y a une norme, un truc mathématique abstrait, tout à fait naturel bien sûr, mais néanmoins, on est en train de dire, là on parle, soit on parle des espaces vectoriels, on met une norme, on fait des produits scalaires, on définit des angles, des longueurs, ça on peut le faire, enfin, c'est très bien. Est-ce que le monde physique, est-ce que ça parle du monde physique? Ce qui est sûr, c'est que c'est une modélisation assez minimale, très naturelle, de tout un tas de choses qu'on constate dans la réalité physique. Donc c'est très raisonnable de faire ça. Et on l'a fait, et ça marche très bien. Le fait que ça marche si bien prouve que c'est pas, enfin, je veux dire, cette structure d'espace vectoriel n'est pas sortie du chapeau. Elle correspond à une intuition profonde, c'est une structure très simple mathématiquement. Hein, vous connaissez les règles, il faut un corps de nombres, un ensemble d'éléments, et vous pouvez, vous faites un nombre fois, enfin, vous faites des combinaisons linéaires, vous connaissez toutes les règles, etc. Oui, pardon. Je veux dire que l'espace, ça serait un objet mathématique plus général qu'un espace vectoriel qui se comporte comme un espace vectoriel sur des types d'échelle. Oui, qu'on peut modéliser en première approximation comme ça. C'est sûr, c'est qu'on peut, dans une certaine mesure, faire ça. Mais est-ce que, jusqu'à quel point? Voilà, c'est ça. Et le truc, c'est que le jusqu'à quel point, comme je disais avant, c'est pas juste parce que, ok, maintenant on va rechercher des détails, donc forcément ça va être un peu différent. Le problème, c'est que ça induit un changement complet de perspective. Comme je disais avec la notion de simultanéité, c'est-à-dire c'est pas juste si je regarde, ah en fait c'est pas tout à fait pareil. Oui, non, c'est juste, il n'y a plus de notion de simultanéité. Ah, ça oblige à repenser complètement la façon dont on regarde le monde. Pas dans la façon dont on interagit dans le monde, parce que, grosso modo, si on ne va pas à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, bon, ben, dire qu'on a un temps universel, on se met d'accord sur un temps, ça marche. Ça marche tellement bien qu'on s'en était pas aperçu jusqu'à tomber sur l'électromagnétisme, en fait. Hein, donc, voilà. Mais... oui, donc, on mesure l'espace, donc on prend une unité, le mètre, ou autre chose, mais... Voilà. Le temps, on prend une unité, et puis après, on compte combien de fois il y a cette unité qui se répète l'une après l'autre. Donc ça, c'est la seconde. Et puis, la matière, la quantité de matière, c'est quoi une quantité de matière? On prend, c'est justement, c'est la masse. Et donc, on définit une unité, des kilogrammes. Avec ces trois unités, vous faites toutes les grandeurs de la physique. La vitesse, des mètres par seconde. Une énergie, des kilogrammes mètres par seconde moins 2. Un moment cinétique, un coefficient de frottement, sans dimension en l'occurrence, ou la viscosité. Tout ça, c'est fait avec ces unités, c'est tout, il n'y a que ça. Voilà, alors, quand l'électromagnétisme arrive, il y a une petite chose en plus quand même. Il y a des courants électriques. Donc, on rajoute à ça une charge, et on mesure en coulombs, alors où on passe par des ampères qui sont des coulombs par seconde, enfin on choisit celle qu'on veut comme fondamentale, mais en gros, il y a un truc en plus. Alors la différence quand même, et là c'est là qu'on voit que l'électromagnétisme, évidemment, non seulement nous conduit à la relativité, mais nous conduit à la physique quantique, c'est qu'en fait, il y a une charge unité spontanée, ce qui n'est pas le cas pour l'espace, le temps et la masse. C'est-à-dire, il y a la charge élémentaire. Et donc en fait, on fait du comptage. Quand on dit on mesure une charge, en fait, on compte un nombre de charges élémentaires très différent, complètement différent de ce qui se passe avec ces trois unités-là. Alors, peut-être qu'un jour, on va découvrir qu'il y a aussi une quantité d'espace élémentaire, une quantité de temps élémentaire, espace-temps discret, ce genre de choses. Quand on dit ça comme ça, on dit « Ah bah oui, tiens, non, ça pose des tas d'autres problèmes. C'est pas si simple de dire « Ah bah oui, j'ai qu'à prendre un grain d'espace élémentaire. » Non.
Parce que déjà, par exemple, quand vous changez de référentiel, vous avez un facteur gamma qui vient, vous faites de la relativité restreinte, du coup, le grand élémentaire, c'est le même quand même dans tous les référentiels. Mais oui, mais alors du coup, la loi, c'est pas la même. Enfin, donc, c'est pas juste je discrétise l'espace. Parce que souvent, on entend ça, oui, mais il n'y a qu'à prendre l'espace. C'est pas pour rien qu'on n'y est pas. Et peut-être que c'est juste pas la bonne façon de faire. Mais toujours est-il que vous avez ici des grandeurs qui interviennent spontanément dans notre représentation du monde et dans notre modélisation mathématique de la réalité physique. Et vous voyez que quand on fait ça, il n'y a qu'une seule notion, enfin c'est la masse, la quantité de matière. Alors peut-être allons-y, puisqu'on est là-dedans, je vais pas tout effacer, je vais... en fait... ouais, je vais garder... vecteur et affine, les deux mots-clés là, pour effacer ici. Et puis, ok, on va parler de ces deux notions de masse. Donc, la masse, elle intervient de deux façons différentes dans la physique classique. Dans la loi de Newton, okay, mdv sur dt égale F. Et donc, ça, alors c'est pareil, c'est quelque chose de très naturel. Hein. Pourquoi, ou si vous voulez, de façon newtonienne, dp sur dt égale F avec P égale mv. Vous voyez, on appelle ça la quantité de mouvement en français. En anglais, ils n'ont pas ce... je ne sais pas si dans d'autres langues, ils l'ont, mais j'aime bien cette notion de quantité de mouvement. C'est-à-dire, le mouvement se quantifie, d'accord? Et alors il y a une direction, ok, donc c'est un vecteur, on y revient, ça on y reviendra. Donc il y a une direction et il y a une quantité de mouvement. On peut avoir plus ou moins de mouvement. Et on a plus de mouvement si on va plus vite. Si on va 2 fois plus vite, il y a 2 fois plus de mouvement. C'est assez naturel cette notion de quantité de mouvement. Mais vous voyez aussi que si c'est 2 fois plus de masse, si une masse 2 fois plus grande qui se déplace à la même vitesse, il y a aussi 2 fois plus de mouvement. Je prends un objet, je le casse en deux. Le mouvement global de l'ensemble des deux, c'est bien la somme des deux mouvements de chacun séparément. Bon. Donc c'est naturel de voir cette masse-là apparaître ici. C'est la quantité de matière. Plus il y a de matière, plus il y a de mouvement. Voilà. Mais, et du coup, c'est plus dur de faire changer le mouvement d'une masse plus grande. C'est-à-dire, si j'applique une force sur un objet qui a une petite masse, je vais lui communiquer plus de mouvement que si j'applique la même force à un objet qui a une grande masse. C'est plus facile de pousser un objet comme ça que de pousser un piano. Et pour la même force, il y aura, s'il est 100 fois plus lourd, il y aura 100 fois moins d'accélération en l'occurrence, parce que Newton identifie bien que c'est l'accélération qui est liée à la masse. Donc cette masse-là, c'est très naturel que l'effet d'une force sur un corps dépend de la masse. Et ça, c'est la masse inertielle. Ça, c'est la masse inertielle. Ça, c'est la masse... je vais le mettre ici, c'est la masse inertielle. C'est-à-dire, c'est à quel point on résiste à l'application d'une force. Si on a une masse 2 fois plus grande, on subit 2 fois moins d'effets, enfin, en termes d'accélération. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La masse comme résistance au changement, enfin comme facteur qui détermine comment on résiste au changement de vitesse. Et puis, ça intervient d'une autre façon, c'est que parmi l'ensemble des forces, il y a la force élastique, il y a des forces de ce que vous voulez, de frottement, etc., des forces électriques, etc. Et puis, il y a une force qui est la force gravitationnelle, qui, alors il y a une constante, alors c'est attractif, et puis c'est proportionnel. Donc ça, c'est la force que 1 exerce sur 2. C'est proportionnel aux masses et inversement proportionnel au carré de la distance. Et ça, c'est le vecteur unitaire qui va du point 1 au point 2. Bon, ok. Et donc là, vous avez une masse, vous avez des masses qui définissent comment deux corps, c'est la gravitation universelle, donc deux corps, du fait de leur masse, s'attirent mutuellement avec cette force-là. Alors on peut, si on s'intéresse juste à la force subie donc par le corps 2, on peut réécrire tout ça.
on peut réécrire tout ça, M2 fois G, un champ gravitationnel. On reviendra sur la notion de champ après, mais voilà. Donc ça, c'est... Vous voyez, cette masse-là, c'est une notion différente de la notion précédente. Ça, c'est la notion de masse gravitationnelle, donc. Ça dit comment un corps attire les autres corps par une force très particulière. En fonction de si on a une charge plus grande, si on a une charge, on exerce une force électrique. Si on a électrostatique, enfin voilà. Si on a une masse, on exerce une force gravitationnelle. Donc d'une part, ça dit l'intensité de la force qu'on exerce sur les autres, mais aussi l'intensité de la force qu'on subit de la part des autres. Parce que ça, c'est la force que le corps 2 subit, donc il y a le produit ici, quoi. Et d'ailleurs, en réalité, il y a deux notions de masse distinctes gravitationnelles. Il y a la masse gravitationnelle active, c'est avec quelle force je vous attire du fait de ma masse, et il y a la masse gravitationnelle passive, c'est-à-dire avec quelle intensité je réagis à l'attraction que vous exercez sur moi. En principe, je pourrais très bien, moi, attirer des choses, attirer à moi des corps massifs, donc exercer une force, exercer une attraction gravitationnelle sur les corps, et ne pas en subir, après tout. D'accord ? Je pourrais être un espèce de fantôme où j'attire les corps, mais je ne subis pas la force... J'induis la force gravitationnelle, mais je ne la subis pas. Donc il y a aussi deux notions. Et ces deux notions, on suppose que c'est les mêmes. Alors, la raison profonde sous-jacente, c'est qu'en réalité, en physique, les actions sont des interactions. Et qu'en fait, ce qui se passe... Enfin, vous direz, ça pourrait être une interaction et que ce ne soit pas égal, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, cette masse gravitationnelle est conçue comme un coefficient de couplage au champ gravitationnel, en supposant qu'il existe, etc. On verra, alors c'est là qu'on revient sur, voilà, parce que c'est un aspect de l'espace-temps, mais justement, c'est par là qu'on tombe sur cette idée-là. En tout cas, donc, il y a une masse gravitationnelle, active et passive, c'est la même, parce que donc on le conçoit comme une capacité à se coupler à ce grand champ de choses qu'on appelle les effets gravitationnels, on va dire le champ gravitationnel qui résume tout ça. Donc je m'y couple en induisant la gravitation et je m'y couple en subissant la gravitation et je m'y couple dans ces deux cas qui sont deux choses différentes évidemment, mais en fait de la même façon. Donc c'est la masse, on parle de la masse gravitationnelle, mais il y a deux notions différentes. Donc en réalité, il y a trois notions de masse. Deux, on peut se dire que tout ça, ça concerne la gravitation, c'est la même, et la notion de masse inertielle qui est différente. Mais qu'est-ce qui nous fait... Alors d'abord, on constate que c'est la même chose. Galilée, tous les corps chutent de la même façon. D'accord ? Donc quelle que soit la masse, ça chute de la même façon. Pourquoi ? Parce que si je mets ici mg, le mg ici, si je ne subis que la force de gravitation, c'est mg ici, enfin c'est mg, m indice g fois g, le champ gravitationnel. Ça, c'est la force, ça, c'est la masse gravitationnelle, ça, c'est la masse inertielle. Et effectivement, si ces deux choses qui sont a priori différentes, en tout cas conceptuellement, si il s'avère qu'elles sont les mêmes, bah, du coup, ça se simplifie. Et donc, quelle que soit la masse, l'accélération est la même dans le même champ de pesanteur. Donc, que vous soyez lourd, pas lourd, peu importe. Ça ne change rien. Tous les corps chutent de la même façon. Mais notez que, je l'ai effacé ici, si on conçoit la masse effectivement comme une quantité de matière, en fait, c'est normal qu'elle soit égale. Parce que, en fait, on avait compris pourquoi l'inertie était proportionnelle à la masse. La quantité de mouvement est bien 2 fois plus grande si la masse est 2 fois plus grande. Encore une fois, je prends un système, je divise en 3. La quantité de mouvement totale est la même, et chacun va avoir un tiers de la quantité de mouvement. Donc tout ça est naturel en fait. Donc c'est quand même naturel que ça, ce soit juste
la quantité de matière. Et pour la masse gravitationnelle aussi, si un certain objet a un effet gravitationnel, si je le mets 2 fois, l'objet, si je mets une quantité de matière 2 fois plus grande, bah oui, ça va avoir 2 fois l'effet, quoi. Donc, finalement, c'est normal qu'elle soit égale. Si on le conçoit en termes de quantité de matière, bah oui, la masse gravitationnelle, c'est la masse inertielle, enfin, c'est la masse, c'est la quantité de matière. Donc, ok. Et donc, je pense que c'est comme ça que les choses ont été conçues depuis toujours. C'est la quantité de matière. Donc, cette distinction inertielle, gravitationnelle, c'est une subtilité, ok, mais voilà. Simplement, à un moment, il se passe quelque chose de... Alors, enfin, il y a plusieurs éléments. L'un d'eux, c'est la relativité restreinte, justement, on va y aller. L'un d'eux, c'est la relativité restreinte, parce qu'en fait, la masse, qu'est-ce qu'on appelle la masse? En fait, la masse, c'est de l'énergie. D'ailleurs, on l'avait noté ici, là. Et puis finalement, c'est le tenseur énergie-impulsion. Alors ça, c'est venu un peu plus tard, disons, dans le cadre des équations d'Einstein, mais dès que la masse, c'est l'énergie, mais alors du coup, la masse inertielle aussi, mais du coup, l'énergie en elle-même pèse ou engendre la gravitation. C'est-à-dire, vous avez de l'énergie, mais pas de masse. Est-ce que ça attire les corps? Et là, on commence à se dire, mais attendez, parce que, ok, on avait dit, la masse, c'est la quantité de matière. Et du coup, il n'y a pas de problème, c'est toujours la même quantité de matière qui intervient. Oui, mais là, on commence... Si la masse, c'est de l'énergie, enfin, s'il y a eu au moins une équivalence, E égale MC2, etc., enfin, E égale gamma MC2, du coup, ça dépend aussi du référentiel. Donc, là, du coup, si la masse dépend du référentiel, mais alors la force dépend du référentiel? C'est pas comme ça dans la physique newtonienne. Enfin, il peut y avoir des forces d'inertie, d'accord, mais une force, c'est une force. Elle est liée ou elle n'y est pas, elle a la valeur qu'elle a. Justement, c'est ça la beauté enfin la beauté, c'est la particularité de cette équation de Newton, c'est que ça, c'est valable dans tous les référentiels galiléens. Je vais noter ça. Bon, enfin, c'est inclus là-dedans. Référentiel galiléen. Parce que, enfin, là, je peux remettre la force, n'importe quelle force. Si vous changez de référentiel galiléen, vous passez dans un référentiel avec un mouvement rectiligne uniforme par rapport au premier. V change, évidemment. Si je me déplace par rapport à un certain référentiel, par rapport à un autre, je me déplace avec une autre vitesse. Oui, mais dV ne change pas. Parce que la loi de changement de référentiel sur la vitesse, avant la relativité restreinte, c'est V, enfin, je ne sais pas, V égale V' plus V0. C'est-à-dire la vitesse dans un référentiel, c'est la vitesse dans le référentiel en mouvement, plus la vitesse du référentiel en mouvement par rapport au référentiel. Vous regardez, voilà. Et donc, dV égale dV', pardon, il manquait le 0 là, plus dV0. Si ça, c'est constant, si on est bien un changement de référentiel galiléen, ça fait 0, dV' égale dV, et donc la loi est toujours valable. La loi est toujours valable avec la même force. Évidemment, la force, c'est la force. Dépend pas du référentiel. Ah oui, mais alors si E égale gamma mv, du coup quoi, gamma mc2, pardon, du coup la masse change quand on change de référentiel. Tout ça était assez confus au début. Maintenant, on parle plus de masse en mouvement, mais on parlait avant de masse en mouvement. C'est naturel puisque l'inertie se manifeste pas de la même façon dans un autre référentiel. Dès qu'on va à des vitesses proches de la vitesse de lumière. Hein. Donc tout ça pour dire qu'il y a un moment, il apparaît des choses qui nous font dire, ok, l'argument quantité de matière, donc inertie et gravitation, c'est pareil, enfin, la masse gravitationnelle et la masse inertielle, c'est pareil, cet argument, il ne peut plus tenir beaucoup, en fait. En fait, il ne peut plus tenir du tout. Mais alors, si l'argument qui justifie ça ne peut plus être, bah oui, c'est juste la quantité de matière, bah alors, du coup, là, on se rend compte qu'effectivement, ça n'a rien à voir. Ça, la masse inertielle, elle s'applique tout le temps, quelle que soit la force. Ça concerne spécifiquement la force de gravitation. Deux concepts différents qui s'avèrent être égaux, ça dit quelque chose. Soit c'est la même chose, et encore une fois, c'était ça l'idée initiale, c'est la quantité de matière, donc c'est la même chose. Ok, normal.
Mais maintenant, si c'est plus la même chose, mais alors pourquoi ils sont égaux? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il doit y avoir un lien entre gravitation et inertie. C'est d'une façon ou d'une autre. Et donc effectivement, Einstein, c'est lui qui a trouvé E égale mc2. Donc évidemment, il est mieux placé que les autres peut-être pour se reposer la question de mais pourquoi? Donc ça c'est une chose. Et donc ça paraît tellement fou qu'elles soient égales que dans la mesure où elles le sont de fait, ça doit être un principe profond. Ça ne doit pas être à peu près ou par hasard. Donc en fait, le principe d'équivalence dit c'est une seule et même... C'est pas une seule et même valeur de deux choses différentes. C'est une seule et même notion. C'est un seul et même concept. Et du coup, c'est quoi, etc. Voilà. Mais en tout cas, alors, l'idée que ce soit la même chose a une conséquence supplémentaire. Enfin, une conséquence supplémentaire. Enfin, c'est la même chose depuis le début. C'est Galilée. Tous les corps chutent de la même façon. Mais du coup, ça veut dire qu'en fait, on peut annuler la gravitation. Il suffit de se mettre dans le bon référentiel. Parce que, quand même, en physique classique, on sait bien que quand on change de référentiel, alors si on change de référentiel galiléen, rien ne se passe, d'accord, puisque dv sur dt, l'accélération reste la même, les forces restent les mêmes, les accélérations restent les mêmes. Donc, voilà, on peut décrire le monde dans n'importe quel référentiel galiléen, c'est la même chose. J'ai oublié le début de ma phrase. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'arrive souvent, vous verrez. La force gravitationnelle en changeant de référentiel. Oui. Ah oui, merci. Oui, c'est ça. Oui, on peut. Voilà. Donc, si on fait un changement de référentiel qui n'est pas galiléen, alors il apparaît des forces d'inertie. Voilà. Et de fait, si on se met dans le bon référentiel, entre guillemets, on peut complètement annuler la gravitation. Puisque, vous vous rappelez, l'accélération, quand on fait un changement de référentiel quelconque, justement, pas forcément galiléen, l'accélération dans le référentiel R, je vais le mettre comme ça, c'est l'accélération prime, donc dans le référentiel R prime, plus une accélération d'entraînement, plus une accélération de Coriolis. Enfin, c'est une façon de les nommer. Il y en a une qui dépend, il y en a une qui est indépendante de la vitesse et l'autre qui est dépendante de la vitesse. Enfin, c'est un découpage naturel. Enfin, vous connaissez ces choses-là, 2 oméga 2m et moins 2m oméga vectoriel v et relative, etc. Et donc, effectivement, si on écrit MA égale F, eh bien, on a MA' égale F moins MAE, accélération d'entraînement, moins MAC Coriolis, voilà. Et donc, si ici on a mg, alors c'est pareil, là pour le coup, ça c'est le concept de masse inertielle. C'est le m de A qui se distribue là, hein, donc c'est bien, enfin, c'est le m de ce côté-là, c'est la masse inertielle. Donc, je peux le mettre comme ça d'ailleurs, voilà. C'est la masse inertielle, et donc, si il n'y a que la gravitation, enfin, si la gravitation et autre chose, donc je vais avoir, en fait, je vais avoir ici mg, la gravitation, plus les forces non gravitationnelles. Voilà. Mais la gravitation, ici, par contre, c'est mg, la masse grave. Si je me mets dans le référentiel qui a pour accélération par rapport au premier, par rapport à celui dans lequel je vois le champ gravitationnel G. Si j'accélère avec G, c'est-à-dire si je me laisse tomber, c'est le fameux ascenseur en chute libre, si je me mets dans un référentiel qui est en chute libre, donc qui est lui-même accéléré avec l'accélération de la pesanteur, enfin l'accélération du champ gravitationnel, alors ces deux termes s'en vont, à condition bien sûr que mg égale mi. Là, voilà. Mais si justement mg égale mi, comme ça semble être le cas expérimentalement, si mg égale mi, ben vous voyez que voilà, dans ce nouveau référentiel, il n'y a plus de force de gravitation. Du tout.
Et donc, est-ce que c'est pas juste ça, en fait, la gravitation? C'est juste qu'on n'est pas dans le bon référentiel. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que je suis tiré vers le bas par la masse de la Terre. Mais en fait, si j'étais dans... Quand vous prenez l'ascenseur, là, enfin ceux-là, quand ils marchent déjà, et même quand ils marchent, ils vont pas très vite, mais ils accélèrent pas très fort. Mais s'ils accéléraient très fort, vous vous sentirez plus lourd, évidemment, parce que vous seriez attiré avec une plus grande accélération vers le bas, une plus grande force. En fait, donc là, je sens la gravitation uniquement parce qu'il y a le sol. Si vous retirez le sol, bah tout va bien. Je suis en suspension. Alors, je tombe ou non, c'est le sol qui monte. Enfin, j'en sais rien. Mais moi, donc si je suis dans un ascenseur en chute libre, je vois pas ce qui se passe. L'ascenseur est en chute. C'est l'expérience d'Einstein. Enfin, l'expérience de pensée. J'espère qu'il n'a pas tenté de le faire en vrai, heureusement. Donc, si je suis en chute libre, ben, il n'y a pas de gravitation. Je lâche un corps pendant que je tombe. Si je le lâche là, ben, il tombe avec moi. Je le lâche, il reste. Donc, il n'y a pas de force de gravitation. Là, il y a une force de gravitation. Je sens une force de gravitation. Ce truc-là a l'air de subir une force qui le tire vers le bas. Mais c'est parce que je me mets dans un référentiel qui est en train d'aller vers le haut. Alors, évidemment. Voilà, je le laisse là. Oh, regardez, il est en train d'être attiré vers la droite. Bah, je vais dire, mais vous êtes débile, vous êtes en train d'aller par là. Lui, il va pas par là-bas. Dans le référentiel naturel, galiléen standard, quand je fais ça, le corps, il n'est pas attiré par là-bas, évidemment. Bah, de la même façon, en fait, le référentiel naturel, c'est pas le référentiel de la Terre. Enfin, supposez même qu'il soit galiléen, qu'on ne tourne pas sur nous-mêmes, ni autour du Soleil, etc. Enfin, galiléen au sens antérieur. En fait, le référentiel naturel, c'est pas celui-là, dans lequel, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une force qui m'attire. Le référentiel naturel, c'est celui qui est en train de chuter. Enfin, c'est celui qui est en chute libre. Et dans celui-là, ben non, il n'y a pas de gravitation, aucun problème. Du coup, bah oui, donc du coup, ça change tout. Du coup, il n'y a pas de force gravitationnelle, en fait. Alors, il y a juste une toute petite difficulté, c'est que ça, on peut le faire localement. Mais si vous regardez à l'échelle de la Terre, je peux effacer ça maintenant. Par exemple, à l'échelle de la Terre, donc ici on dit, ah, il y a une force gravitationnelle qui m'attire par là. Oui, dans ce référentiel-là, il y a une force gravitationnelle, mais parce que en fait, c'est une force d'inertie. Si je suis dans le référentiel de l'ascenseur ici qui tombe en chute libre, il n'y a pas de force gravitationnelle. Je me suis juste pas mis dans le bon référentiel, et donc j'ai fait apparaître une force gravitationnelle. Mais il n'y en a pas. C'est pas un problème. Donc il n'y a pas à expliquer la gravitation, il n'y en a pas. D'accord ? Il y a à expliquer éventuellement pourquoi. Alors, enfin, oui, c'est là que ça va venir. Il y a à expliquer pourquoi le sol est en train de me pousser vers le haut. Il me pousse vers le haut parce que la tranche d'en dessous, elle le pousse vers le haut aussi. Parce que, d'accord, si vous retirez un étage, je tombe que d'un étage. D'accord, enfin, ouais. Donc, très bien. Donc là, en fait, le référentiel naturel, c'est celui qui est accéléré par rapport à la Terre par là. Oui, mais sauf que ici, le référentiel naturel, c'est celui qui est attiré, enfin, c'est celui qui est en chute libre par là. Et ça, c'est pas le même référentiel. Donc, c'est pas, je me mets dans le bon référentiel et il n'y a plus de gravitation. Non. Localement, oui. Mais globalement, dès lors que le champ gravitationnel, au sens ordinaire, n'est pas homogène, c'est-à-dire qu'il n'a pas la même intensité en chaque point, ou qu'il n'a pas la même direction en chaque point en l'occurrence, pas non plus la même intensité, c'est en 1 sur R2, mais... Donc, dès lors qu'il n'est pas homogène, alors on ne peut pas annuler complètement les effets gravitationnels. On peut les annuler localement. Ça dit quand même quelque chose. Mais ça veut dire qu'en réalité, il y a des effets... je peux partout annuler la gravitation, mais il y a des effets gravitationnels qui sont contenus dans les gradients du champ gravitationnel.
dans le langage antérieur. C'est-à-dire dans le fait que le champ gravitationnel soit inhomogène. Donc en fait, et c'est ce qu'on appelle les forces de marée. Hein, c'est le fait qu'entre deux points, c'est pas la même force gravitationnelle qui se manifeste. Donc les forces de marée, en fait, ce sont elles qui encodent, c'est elles qui portent la spécificité associée dans la réalité physique, associée à ce qu'on appelle les effets gravitationnels. Donc vous voyez que c'est un changement assez, évidemment, profond de point de vue sur la gravitation. Et donc, oui, alors, bon, voilà. Alors après, d'où vient l'idée que ces effets gravitationnels, donc associés à un champ gravitationnel inhomogène en langage standard, seraient liés à la géométrie de l'espace? C'est là, oui. Ouais. Le fait qu'on puisse annuler dans un référentiel uniformément accéléré, au moins localement, la gravité, ça je le comprends bien. En quoi est-ce que c'est spécifique à la force de gravitation et est-ce qu'on ne peut pas l'appliquer de la même façon électromagnétique? Ah, excellente question. Excellente question. Alors, effectivement, donc je réécris mi alors fois l'accélération dans un certain référentiel A, c'est égal à, alors si maintenant donc on subit la force électrique, par exemple, électrostatique, donc je vais mettre, donc ça va être QE, d'accord, donc à nouveau moins MI AE moins MI AC, si jamais, voilà, un référentiel tournant en plus, etc. Et puis bon, plus les autres forces, admettons qu'on ait juste cette force-là. Donc là, ce que vous dites, et vous avez absolument raison, c'est que si je me mets dans le référentiel en chute libre, non pas en chute libre gravitationnelle, mais en chute libre électrostatique, d'accord? Si je me mets dans un référentiel qui a pour accélération grand E, alors, les unités sont pas bonnes, qui a pour accélération E fois Q sur MI, d'accord? Alors ça s'élimine, et ça y est, dans ce référentiel-là, je ne subis plus la force électrique. Très bien, différence majeure, c'est que si vous n'êtes pas chargé, ça ne marche pas. Si vous avez une autre charge, ça ne marche pas. Donc, vous pouvez annuler la force électrique pour les corps qui ont juste la bonne charge, qui est justement l'accélération fois m sur le champ électrique que vous avez. Vous ne pouvez pas annuler la force électrique pour l'ensemble des corps. C'est là où il y a l'universalité. C'est là où on retrouve tous les corps chutent de la même façon, justement. Tandis que tous les corps ne subissent pas la force gravitationnelle, électrostatique, tous les corps ne subissent pas l'accélération électrostatique de la même façon, parce que ça dépend de leur charge. Ça dépend même de leur rapport Q sur M, charge sur masse. D'accord ? Donc vous pouvez annuler pour chaque corps, quelle que soit la force qu'il subit d'ailleurs, évidemment, le corps lui-même, entraîné là où il est entraîné par les forces qu'il subit, dans son propre référentiel, il ne bouge pas. En fait, c'est ça qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, un corps, par rapport à lui-même, ne bouge jamais. Donc, si vous mettez dans son référentiel, vous avez annulé toutes les forces, puisque sa vitesse reste constante dans son référentiel. Donc, ok, mais la particularité de la gravitation, c'est que vous pouvez annuler pour tout le monde. Il y a un référentiel où il n'y a plus de force gravitationnelle. Tandis que dans ce référentiel-là, il y a encore des forces électrostatiques, il n'y en a juste plus pour ce corps-là particulier. Okay. Donc effectivement, mais vous faites bien de poser la question, parce que c'est exactement ça la clé. Le truc, c'est qu'on peut faire disparaître l'idée même de gravitation pour tous les corps. Enfin, ça n'existe plus la gravitation. Et ça, voilà. Donc clairement, mais à nouveau, la question est parfaite, parce que justement, clairement, la gravitation, c'est quelque chose de complètement différent de toute autre force. Il n'y a pas une seule autre force qui a cette propriété-là. Donc la force gravitation est complètement différente des autres. Et donc, il faut la traiter autrement. Et alors, l'idée, c'est que, effectivement,
on peut associer ça à un effet géométrique à condition de casser l'idée préconçue que la géométrie de l'espace, temps, puisqu'on est quand même après relativité restreinte, on va y revenir, n'est pas une géométrie affine, justement, n'est pas la géométrie de Minkowski, mais peut-être donc une géométrie plus générale. Alors, d'où vient l'idée? Enfin, je n'étais pas dans le cerveau d'Einstein, et il y a plein... On peut voir le problème de façon très différente, et de toute façon, le fait est, les effets gravitationnels sont un effet géométrique. D'une façon ou d'une autre, on allait tomber dessus. C'est-à-dire, c'est juste un fait. Donc, au bout d'un moment, on s'en aperçoit. Mais exactement comment c'est né. Il faut lire la biographie d'Abraham Pais d'Einstein qui explique tout ça en détail. Ça fait longtemps que j'ai vu ça il y a très longtemps. J'ai pas mal oublié. Comme je vous dis, je ne suis pas très fort en histoire des sciences, mais je vous recommande cette biographie où d'abord, c'est physiquement, enfin, en termes de physique, c'est instructif, et aussi sur la pensée, les enjeux, etc. C'est très intéressant. Bref, tout ça pour dire que une façon de voir, enfin, d'avoir l'intuition qu'il pourrait y avoir un effet géométrique là-dessus, c'est d'une part, justement, que ça concerne tout le monde, au même chef. Tous les corps, enfin, voilà. Et donc, quelle est la chose qui est la même pour tous? L'espace-temps. Comme on disait tout à l'heure, le monde, c'est quoi? C'est des choses, la matière, des corps, des objets, alors, des systèmes. Alors, ça peut être même des systèmes quantiques, c'est pareil. C'est des choses disposées dans l'espace qui évoluent dans le temps. Après, les lois de la manière dont ça évolue, c'est là qu'il y a la physique, en quelque sorte. Mais on a l'impression que le cadre, l'espace-temps, il y a un espace qui permet de repérer des corps les uns par rapport aux autres, et s'il n'y avait pas d'espace, comment on pourrait même distinguer deux corps? On a besoin de l'espace pour parler de système physique, d'accord? Parce que sinon, s'il n'y a pas de distance entre rien, enfin ça tient même, enfin, ça fonctionne pas. Enfin, je veux dire, donc il y a ce cadre-là, il y a le temps, manifestement, ça c'est le mystère absolu, encore plus mystérieux après la relativité, puisqu'en fait, il n'y a même pas de notion d'instant, donc ça n'a aucun sens de dire que le passé n'existe plus et que le futur n'existe pas encore, et que ce qui existe, c'est le présent, parce que spontanément, c'est ça qu'on se dit. Le passé, c'est fini, le futur, ça viendra, mais pas encore, et ce qui existe, pour de vrai, ce qui est dans le monde, ce qui est dans la réalité, c'est ce qui est maintenant. Et la relativité restreinte nous dit, non, en fait, maintenant, ça ne veut rien dire. Ok, alors là, bon, c'est une catastrophe, mais c'est comme ça. Mais donc, le cadre géométrique, l'espace, le temps, c'est le cadre dans lequel se déroulent des choses, se passent des choses, la physique. Mais donc, lui-même, il est commun, enfin, justement, c'est le cadre. Voilà. Donc, l'idée que si la gravitation concerne tout le monde, enfin, tous les systèmes physiques, quels qu'ils soient, exactement tous de la même façon, parce que le fait que, effectivement, le champ gravitationnel ne soit pas le même ici que là, n'empêche, n'importe quel corps ici subit la même chose, et n'importe quel corps ici subit la même chose. C'est deux choses différentes, parce que ce n'est pas le même champ, mais encore une fois, enfin, tous ces effets gravitationnels, ils sont absolument universels. Tous les systèmes physiques réagissent de la même façon. Et pourquoi? Maintenant, on sait. Parce que c'est en fait la géométrie de l'espace-temps. Donc, c'est juste que, quoi qu'il se passe, quelles que soient les lois de la physique, celles de maintenant, celles de dans 10 000 ans, quelles que soient les lois de la physique, elles s'appliquent là où elles s'appliquent. Enfin, disons, elles concernent tous les corps de la même... Enfin, l'aspect qui est lié au cadre concerne tous les corps de la même façon. Voilà. Donc, je ne trouve pas la bonne façon de l'exprimer, mais je pense que vous avez compris. Ce que je veux dire, c'est que si
la chose universelle qui reste une fois qu'on a retiré tous les effets physiques particuliers, d'attraction, de machin, de frottement, tout ce que vous voulez, la chose universelle qui reste, c'est l'espace-temps. Voilà, c'est tout. En tout cas, dans notre compréhension actuelle du monde. Un jour, il faudra remettre en cause, il faudra comprendre ce que c'est que l'espace et le temps. Ou enfin, plus exactement, ce que c'est que l'espace-temps. En termes de choses plus profondes. Bon, pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est que manifestement, il y a ce cadre-là, et essayons de comprendre au moins ses propriétés. Hein, donc c'est effectivement la relativité générale, c'était le premier mot prononcé, c'est une théorie de l'espace-temps, mais c'est une théorie de l'espace-temps au sens où ça dit quelle est la structure, la géométrie, on va dire, de l'espace-temps. Ça ne dit pas ce que c'est l'espace-temps. Par exemple, je sais pas, une théorie de la chaleur, jusqu'à un certain moment dans l'histoire, c'est une théorie de comment la chaleur passe d'un corps à un autre, etc. Ça ne dit pas ce qu'est la chaleur. Mais à un moment, maintenant, une théorie de la chaleur, c'est une théorie qui dit qu'est-ce que c'est la chaleur ? C'est la manifestation macroscopique d'une énergie désordonnée à l'échelle microscopique, c'est l'énergie cinétique des molécules dans le gaz, etc. Donc vous voyez, il y a deux façons, enfin, quand on dit une théorie de l'espace-temps, je reprends l'exemple de la chaleur, il y a une théorie de la chaleur, c'est comment ça se comporte, quelle est la structure, les lois, machin, loi de Fourier, coefficients, etc. Et puis il y a une théorie de qu'est-ce que c'est la chaleur. Donc là, on n'en est pas là du tout. Hein, on n'en est pas à qu'est-ce que c'est l'espace-temps. Je ne sais pas ce que c'est l'espace-temps. Si vous le savez, ça m'intéresse beaucoup. Mais par contre, c'est une théorie qui dit quelle est la structure de l'espace-temps, comment effectivement sa géométrie est influencée, comme ça a été fort bien dit, hein, par l'énergie, en fait par le tenseur énergie impulsion, etc. Voilà. Donc, oui, donc on en était à là. Voilà. Comment vient l'idée que ça pourrait être en fait, du coup, on pourrait le traiter géométriquement? Ben, c'est ça, c'est que c'est un truc universel. Donc ça parle du cadre de la physique elle-même, donc c'est assez naturel, surtout quand on est Einstein et qu'on a déjà fait la relativité restreinte et qu'on a vu que justement il y avait une géométrie particulière dans l'espace-temps. On y reviendra peut-être après la pause, je ne sais pas quelle heure il est. Il faudra qu'on parle donc de relativité restreinte. Oui, c'est bien. Donc ça c'est une première chose. Et puis l'autre chose, c'est que effectivement, par chance, on avait découvert un siècle plus tôt les géométries non euclidiennes, et effectivement, on sait bien que il est possible, si vous prenez une sphère, vous prenez, voilà, vous mettez à l'équateur ici, et puis vous allez vers le nord d'ici. Puis là, vous allez vers le nord et vous suivez une ligne droite sur la sphère, qui, je pense, vous le savez tous, on reviendra sur toutes ces choses-là, mais vous savez tous qu'une ligne droite sur une sphère, c'est un grand cercle, enfin, c'est un arc de grand cercle. Donc vous allez tout droit et vous allez tout droit parallèlement, vous démarrez parallèlement, si parallèle a un sens, il faudra voir ce que ça veut dire. Et puis, vous allez tout droit, donc on est deux, là, on démarre, on va tout droit, mais sauf qu'on se rapproche. Ça tombe bien parce que là, effectivement, là, alors, il n'y a pas un référentiel qui annule la gravitation pour tout le monde, justement, dès que c'est inhomogène. Enfin, ou même si vous prenez vous prenez deux corps là, qui démarrent parallèlement, en fait, ils sont attirés vers le centre de la Terre. Donc il y a une espèce de convergence comme ça. C'est vraiment avec les mains, c'est pas. On verra proprement tout comment ça se passe, mais disons, ça donne l'idée qu'effectivement, des effets de courbure peuvent induire des phénomènes où les trajectoires. Enfin, c'est pas simplement j'annule la gravitation en me mettant dans un référentiel où il n'y a plus rien, parce que ça peut se faire localement, mais pas globalement, c'est le problème. Et donc les vrais effets gravitationnels sont précisément dans la non-homogénéité de ça, et donc dans le fait qu'il n'y a pas un référentiel dans lequel on peut annuler globalement tout. Oui, mais si on modifie la géométrie, l'idée, un référentiel. En fait, le truc, c'est qu'un référentiel en chute libre, ici, si vous le mettez en chute libre, alors évidemment, si c'est un ascenseur avec des parois rigides, avec des forces interatomiques, il va rester ce qu'il est. Mais si vous remplacez, vous atomisez
comme dans un film de science-fiction, l'ascenseur, vous lui mettez juste, allez, vous l'atomisez comme ça, là, et vous retirez tous les liens entre les corps. D'accord ? Donc c'est plus un objet rigide, c'est juste une poussière de points, d'accord ? Disposée en forme d'ascenseur, mais voilà. Et chacun tombe indépendamment. Et ils tombent tous pareil, là où ils sont. Mais justement, le champ étant inhomogène, celui-là, il tombe vers là, celui-là, il tombe vers là. Et celui-là, il est accéléré plus que celui-là. Et donc, spaghetti, c'est l'effet spaghetti, on dit comme ça, ça le comprime par là, parce que là, ils vont se rapprocher de plus en plus, et ça l'étire, parce que lui, il a une accélération plus grande que lui. Donc ça va finir, enfin, ça tend à se... OK ? Et donc, alors que vous avez juste laissé les choses faire. Et là, donc, est-ce que, géométriquement, alors pas juste, c'est pas juste, on va courber l'espace, c'est l'espace-temps qui est concerné là. Et donc, il va falloir qu'on parle effectivement de l'espace-temps, parce que c'est ça la révolution majeure, c'est de concevoir l'espace et le temps comme une entité géométrique espace-temps, et ça, c'est pas Einstein qui l'a vraiment réalisé, hein. C'est Minkowski, hein, qui a vu les équations d'Einstein, et il a dit, mais ça, en fait, ça, c'est un espace géométrique avec une métrique particulière, etc. Mais cet espace géométrique, donc l'espace de Minkowski, a encore la propriété magique affine, et c'est pour ça, et du coup, on peut encore parler en relativité restreinte de référentiel global. Encore qu'il commence à y avoir des difficultés quand on se met à tourner, donc ça c'est une chose que je dis toujours, parce qu'on parle souvent de changement de référentiel, y compris donc évidemment en relativité restreinte, et en général vous faites des changements de référentiel en translation, ou même accéléré, ce n'est pas le problème de l'accélération, mais linéaire. Encore que si, en fait, le même problème viendrait, je dis une bêtise. Enfin, non, ça dépend s'il est en bloc, non. Donc, c'était pas une bêtise, mais peu importe. Le truc, c'est que si vous commencez à avoir deux référentiels qui tournent l'un par rapport à l'autre, alors, le principe d'un référentiel, c'est que c'est un truc rigide. D'accord ? Donc, si je tourne comme ça, tous les points de mon référentiel sont entraînés avec moi. D'accord ? Enfin, je vais commencer en translation comme ça. Voilà. Par rapport, donc je prends le premier référentiel, cette pièce, et on va dire que c'est galiléen, etc. Donc moi maintenant, je me déplace comme ça, à vitesse constante. Je suis encore un référentiel galiléen. On reviendra sur ce que ça veut dire. J'embarque avec moi tous les points de mon référentiel. C'est-à-dire, et comment je définis un point de mon référentiel ? C'est les points qui sont à une distance fixe de moi, qui bougent rigidement avec moi. Donc je les entraîne par là. OK. Si maintenant je tourne, c'est pareil, j'emporte tous les points avec moi, et qui rigidement liés à moi. Alors, il n'y a pas un objet qui le matérialise, mais conceptuellement, les points qui sont définis à une certaine distance de moi. Il y a un point à 3 mètres de moi. Si je fais ça, il se retrouve maintenant toujours à 3 mètres de moi. C'est le même point pour moi. Maintenant, il est là. Donc, il a décrit un arc de cercle comme ça. D'accord. Maintenant, il y a le Soleil là-bas, à 150 millions de kilomètres. D'accord ? Et je fais ça. Le Soleil se trouve maintenant à 150 km donc c'était ce point-là, là, à 150 km, voilà. Donc c'était ce point-là, de mon référentiel à 150 millions de kilomètres. Maintenant, il est à ce point-là, 150 millions de kilomètres. Donc il a décrit un arc de cercle comme ça, de 150 millions de kilomètres de rayon en 1 seconde. Ça, c'est plus vite que la vitesse de la lumière. Donc quand je fais ça, le Soleil se déplace dans mon référentiel bien plus vite que la vitesse de la lumière. Donc vous voyez qu'il faut faire attention quand on dit je me mets dans tel référentiel et qu'on dit après on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Ça veut dire quoi en fait ?
Donc il faut faire attention à ça, on va y revenir, on va faire la pause. Qu'est-ce que... J'avais une dernière idée que je voulais finir. Ah oui, non, je crois que c'est ça. Je disais que Einstein était particulièrement bien placé pour penser en termes géométriques parce que, alors, comme je disais, c'est Minkowski qui a fait réaliser à tout le monde qu'en fait, ce qu'a trouvé Einstein, c'est qu'il a trouvé un objet géométrique qui est l'espace-temps. Et ça, c'est vraiment une révolution absolument majeure, en fait. Et à côté de laquelle on peut passer. Einstein est passé à côté. La relativité est restreinte, enfin, initialement. Einstein a parfaitement compris l'affaire après, au point que, justement, il s'est dit, mais du coup, je parle d'un truc qui a une certaine géométrie, j'ai des effets gravitationnels. Alors, ce truc qui a une certaine géométrie ne peut pas traiter les effets gravitationnels, justement pour des... J'y reviendrai. Mais peut-être que, justement, si je relâche la géométrie de ce truc espace-temps, dont Minkowski en 1908, 3 ans après, m'a montré que c'était ça que disait ma théorie en fait, peut-être que là, il y a moyen de s'en sortir, puisque justement, ça parle du cadre, etc. Voilà. Donc c'est un peu l'idée de se dire que ces effets gravitationnels, c'est quelque chose de complètement différent de tout le reste, toutes les autres forces, on peut l'annuler, et localement, en fait, il n'y en a pas, c'est juste qu'on n'est pas dans le bon référentiel, il est toujours possible de se mettre dans un référentiel tel que, il n'y a pas de gravitation. Néanmoins, il y a des effets force de marée liés à l'inhomogénéité, et ça peut se traiter géométriquement si on arrive à formuler les choses proprement. Mais pour ça, il va falloir abandonner tout un tas de choses, dont cet aspect majeur qui fait qu'on définit des vecteurs d'espace entre un point A et un point B. Il y a un vecteur AB, du coup il y a une distance qui n'est rien d'autre que la norme du vecteur AB, enfin racine, etc. Donc c'est ça, on en a parlé du tenseur métrique, voilà, il y a une métrique, etc. Ça va voler en éclats, et donc ça va voler en éclats. Il n'y aura plus en relativité générale, vous ne pouvez pas parler de vecteurs entre deux points, de vecteurs d'espace, ça n'existe pas, et ça évidemment, ça fait voler beaucoup de choses en éclats aussi, parce que si vous n'avez pas là vous avez un dv sur dt, mais v c'est quoi? V c'est dr sur dt, tout simplement, c'est la dérivée, c'est le taux de variation de la position, c'est ça la vitesse. Mais sauf que ce vecteur R, c'est un vecteur qui va de l'origine du repère jusqu'au point que vous considérez. R. Cette chose-là, ça n'existe pas. C'est évident que ça n'existe pas dans un espace courbe. Il suffit de penser à la surface de la Terre. C'est quoi le vecteur qui relie Paris je sais pas moi, Paris à Varsovie? Je sais pas, c'est là Varsovie. C'est quoi le vecteur? Ça va pas tout droit. Ah si, ou alors vous êtes dans l'espace à 3D, vous traversez, vous faites un tunnel, vous traversez, ok. Mais sinon, c'est quoi? C'est un truc courbe comme ça. Et du coup, ce vecteur-là, si vous voulez le mettre là, est-ce que vous pouvez faire le même vecteur à partir d'ici? Ça va... Les directions, ces vecteurs, ils appartiennent pas au même plan tangent, etc. Enfin, on reverra tout ça. Mais vous voyez que on peut pas. Tout simplement, on ne peut pas. C'est l'espace, un espace courbe, ne serait-ce que la sphère surface d'une sphère, n'a pas la structure affine, ne permet pas de définir des vecteurs d'espace. Mais si vous n'avez pas de vecteur d'espace, vous n'avez pas de vitesse non plus. En tout cas, pas comme ça. Mais justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réussir, et c'est pour ça que ça nécessite un peu de mathématiques, on n'y peut rien, parce qu'il faut remonter en amont des notions qui nous sont complètement familières pour pouvoir les introduire sans supposer tout un tas de choses sur la structure de l'espace que l'espace n'a pas. On va pouvoir définir une vitesse sans
définir, pas parce qu'on ne veut pas le définir encore une fois, mais parce qu'il n'y a pas moyen de le faire, sans passer par un vecteur position, on peut néanmoins définir une vitesse. Et c'est ça qu'on fera, et après, du coup, on peut réécrire la physique à partir de la vitesse et non pas à partir des positions. Donc, le gros bout, en fait, du cours, ça va être de définir une notion de vecteur en un point d'un espace qui n'a pas intrinsèquement une notion vectorielle, une notion affine, donc d'espace vectoriel entre les points. Je pense qu'on est exactement au milieu. Ah, à 1 minute près, c'est magique. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant la pause sur un peu ce tour d'horizon? Ok, donc après la pause, on va parler de relativité restreinte parce que j'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous savez, quels sont les points bloquants, parce qu'il va falloir qu'on élabore, et puis qu'on voit aussi comment la relativité générale, comme vous aviez dit, qui est une forme de généralisation, voilà, quel est le lien entre ces deux aspects, parce que en fait, il y a plusieurs façons de le voir. On peut voir la relativité restreinte comme un cas particulier de la relativité générale, c'est vrai, et en ce sens-là, donc, générale, mais justement, il y a aussi une chose complètement différente, qui est le fait que là, on a un espace affine, et là, non. Donc, il y a une rupture complète, conceptuelle entre les deux, même si après coup, on peut comprendre la relativité restreinte comme juste un cas particulier de la relativité générale, quand il n'y a pas de champ gravitationnel. Parce qu'il pourrait aussi ne pas y avoir de champ gravitationnel, si on est dans le vide et qu'il n'y a pas de matière, etc. Voilà. Donc ça, ce sera toujours un cas particulier de ça, mais généraliser ça, ça nécessite un saut conceptuel majeur, qui est ce qu'a fait Einstein. Toute notre gratitude à lui. Voilà. Bon, pause, un petit quart d'heure.